Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 89 de la saison 3. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. L'actualité parle malheureusement quotidiennement désormais de ce gigantesque problème qui tue presque chaque jour des femmes, les féminicides. Ces meurtres et ces violences abîment des familles entières. Aujourd'hui, la terminologie a d'ailleurs changé. On ne parle plus de violence conjugale, mais bien de violence intrafamiliale. Parce que les victimes sont aussi les enfants qui vivent quotidiennement cette violence dans leur foyer. Marie-Clémentine Anouchian est avocate, spécialiste des violences intrafamiliales. Elle a évolué au fil de sa carrière pour défendre aujourd'hui des dossiers qui concernent spécifiquement ce type de violence. Alors quels sont les enjeux derrière ces dossiers ? Comment la justice prend-elle en charge ces violences ? Est-ce que la formation est à la hauteur des enjeux ? Qui contacter ? Comment reconnaître une personne victime de violences au sein de son couple ? Comment les enfants sont-ils pris en charge ? Et quel est le rôle de l'avocate qui défend ou l'avocat une famille victime de violences ? Marie-Clémentine répond à toutes ces questions dans cet épisode. Elle vous recommande également, si vous êtes victime de violences, d'appeler ce numéro, le 3919, mais aussi le 01 44 32 47 70 pour être en contact gratuitement avec des avocats, avocates spécialistes dans les violences intrafamiliales. La consultation, je vous le rappelle, est gratuite. Il existe également une application géniale qui s'appelle AppL, App2PE2LE, pour les femmes battues. N'hésitez surtout pas pour vous ou pour une connaissance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie-Clémentine. Salut Clémentine. C'est rare que tu vois, c'est le même prénom. Non, c'est pas vrai, dans le podcast, on est beaucoup à avoir ce prénom. Ah, ça sonne bien, ça inaugure de bonnes choses. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on est ici pour parler de droit, mais pas du tout de façon, j'ai envie de dire chiante. Mais c'est vrai, parce que quand on pense au droit, ça peut vite, on peut vite se dire que ça va être laborieux, mais pas du tout. Ça concerne tout le monde et je trouve que c'est un sujet extrêmement important. Mais d'abord, tu es avocate. Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que c'est compliqué de devenir maman quand on est avocate et donc une profession libérale ? Ouais, c'est une bonne question. Oui et non. Alors voilà, oui parce que une profession libérale, tout comme ta profession, c'est une profession où on est impliqué un peu tout le temps et donc on n'est jamais vraiment au repos, on n'est jamais vraiment en vacances et c'est compliqué de pouvoir vraiment prendre le temps pour son enfant. Moi, j'ai de la chance parce que je suis collaboratrice libérale d'avoir eu un congé maternité où j'ai pu
m'arrêter pour mon cabinet. J'ai une activité où je travaille d'une part pour un cabinet, c'est-à-dire je gère les dossiers d'un cabinet, et à côté de ça, j'ai mes dossiers personnels, vraiment ma clientèle, pour lequel là, j'ai pas trop d'arrêt. Donc le cabinet, voilà, pour eux, j'ai arrêté de travailler, mais pour moi, bah, mes dossiers continuaient, et il y a personne qui prend en charge mes dossiers quand je m'arrête. Donc, à part demander aux tribunaux de repousser des dates d'audience et des choses que tu peux pas toujours faire, eh ben, il faut gérer parfois des urgences. Et j'ai eu le cas, ma petite avait tout juste 3 mois. Je l'allaitais exclusivement. Enfin, j'ai arrêté de l'allaiter il y a peu de temps en fait. Et je l'allaitais encore donc 3 mois, t'imagines. Et j'ai dû attendre 6 heures en salle d'audience. Je l'ai laissé à mes parents exceptionnellement. Donc ça faisait 3 mois, je l'avais jamais lâché. C'est très très difficile. Et je me suis retrouvée en salle d'audience avec les seins pleins de lait où j'en pouvais plus et j'attendais de passer pour avoir le délibéré. Et je suis rentrée chez moi en courant pour retrouver mon enfant. Donc ça c'est un peu compliqué parfois l'organisation sur bah on a des déplacements et on a un enfant en bas âge. Et sur le fait aussi que bah, les gens comprennent pas très bien qu'on puisse demander à renvoyer une affaire ou dire on n'est pas disponible à 18h pour un call parce qu'on s'occupe d'un enfant. Les gens parfois oublient que avocat égale femme ou homme derrière. Et donc ça c'est pas toujours évident. Voilà. Là, tu parles plutôt des clients, des clientes. Et est-ce que le système judiciaire français est tolérant face au fait que vous devenez mère? Alors, le système français, oui, j'ai trouvé les magistrats plutôt très tolérants. Pendant ma grossesse, j'ai demandé plusieurs renvois parce que je pouvais pas me déplacer et je faisais des courriers aux tribunaux et j'ai eu vraiment aucune difficulté. Pareil, en audience, on me faisait passer plutôt en priorité quand on voyait que j'étais enceinte. Alors plutôt sur la fin parce qu'au début, ça se voyait pas et les robes sont très larges, donc on voit pas forcément qu'il y a un ventre qui se cache derrière. C'est plutôt, je pense, dans les cabinets en fait, entre avocats, hein, que c'est très très compliqué. Les juridictions, les magistrats, ils sont salariés entre guillemets, donc eux ils ont des vrais arrêts, ils ont des temps de pause, donc ils sont compréhensifs. Par contre, les gérants de cabinet, eux sont beaucoup moins compréhensifs. Moi j'ai de la chance d'être aujourd'hui dans un cabinet qui est très humain, très familial, mais parce que j'ai vécu d'autres choses avant qui fait qu'aujourd'hui je suis dans un cabinet comme ça. Mais je pense au premier cabinet où j'étais, ça aurait absolument pas été possible de gérer mon organisation comme je le fais avec un enfant en bas âge aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans des entretiens d'embauche, parce que j'en avais parlé par email, il y a 4 ans. Première question. Deuxième question. Dites-moi, vous avez bientôt 30 ans, j'espère que vous comptez pas faire des enfants tout de suite. Ah, donc voilà, premier critère d'embauche, que cette jeune femme ne soit pas enceinte bientôt parce que bah, je vais pas pouvoir lui accorder enfin, elle pourra pas prendre son congé mat, j'ai pas envie, donc je vais pas la prendre. C'est chouette C'est quand chez même, les avocats, la discrimination à l'embauche, c'est ce que vous plaidez. Ah non, je me suis dit, il est fou, quoi. Il est fou, il me dit ça à moi, une femme de 30 ans, j'espère que tu vas pas avoir d'enfant. Voilà, donc en fait, la- euh, les avocats maintenant, c'est un milieu où il y a énormément de femmes, mais de femmes indépendantes ou à des postes pas à haute responsabilité. Les gérants de gros cabinets, de gros chiffres qui font du droit des affaires sont tenus par des hommes, on va pas se mentir, ou par des femmes qui ne voient pas leurs enfants. Et j'en ai vu aussi des femmes avec des postes à haute responsabilité. Clairement, les enfants, ils connaissent bien mieux la nounou que la maman, voilà, malheureusement. Alors, tu es avocate et aujourd'hui, tu t'es spécialisée dans une branche très particulière. Tu t'es formée dans les violences conjugales et intrafamiliales. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix? Oui, alors, comme tout dans la vie, c'est des choses qui arrivent où on s'y attend pas vraiment. C'est-à-dire que c'était pas du tout quelque chose que où je m'étais dit quand j'ai commencé, je vais faire des violences faites aux femmes. Pas du tout, c'est venu sur mon chemin au fur et à mesure. Et notamment parce que sont venus à moi, mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard, des dossiers qui concernaient des violences faites aux femmes ou aux enfants. Et donc je me suis retrouvée avec un dossier, 2 dossiers où dans le dossier il y avait eu des violences intrafamiliales. Et bah, je me suis trouvé une oreille très attentive. Je me suis vue bah, arriver à aider les gens en fait, arriver à les orienter. Alors au début, c'était pas souvent des dossiers, c'était peut-être des amis que j'avais au téléphone, que j'aidais, qui me disaient les situations de difficulté dans lesquelles ils étaient. Et puis je me suis retrouvée, bah, comme je te l'ai dit là, ce qui est assez fou parce que je me suis spécialisée plutôt à partir de ça. Donc l'année dernière, après le confinement, c'était donc en juin, et j'ai l'appel d'un ami qui me dit j'ai une femme qui vient d'être violentée très très gravement par son ex-compagnon. Elle sait pas quoi faire, l'audience est demain. Est-ce qu'elle peut t'appeler? J'ai dit bon, écoute, audience demain, j'ai pas repris le travail encore, j'ai ma petite qui a 3 mois, bon, essaye de,
Voilà. Et je l'ai eu au téléphone, cette femme. Et cette femme, elle avait échappé à la mort, en fait, tout simplement, ruée de coups dans la rue par son ex-conjoint qui était venu pour voir son fils qu'il n'avait pas vu depuis 4 ans. Et, et donc, j'ai cette femme au téléphone qui me raconte de manière très détachée son histoire. Elle me dit, voilà, il m'a rué de coups, m'a rué de coups de poing, il m'a lancé contre une voiture. Elle me raconte ça le lendemain de son agression. Et j'ai l'audience demain, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, bon, alors, très bien. Donc, bon, je lui ai expliqué la procédure et tout ça. Et puis, j'ai été à cette audience. Cette personne a pris 18 mois de prison, dont 8 fermes. Et j'expliquerai il y a une autre de tes questions où je reviendrai dessus parce que je ne veux pas m'étaler là sur cette partie-là vu que c'est pas la question, mais j'ai halluciné en fait sur comment ça s'était passé et cette femme qui était restée toute seule en fait. Du coup, cette femme, je l'ai accompagnée. Enfin, elle n'était pas là parce qu'elle n'a pas eu le courage, hein, de venir. Elle voulait pas en fait, ce que je comprends très bien. Et voilà, l'audience s'est passée, c'est tout. Retour à la vie. Oui, et rien du tout. Pas d'encadrement. Cette femme, elle se retrouve toute seule avec un futur ex-compagnon, là qui était quand même mis en prison, hein, mais avec la peur au ventre et rien, aucun encadrement autour d'elle. Et je me suis dit, c'est quand même hallucinant tout ça. Et le barreau, à ce moment-là, a proposé peu après une formation sur les violences faites au couple, au sein du couple, justement parce qu'il y a eu, en novembre 2020, le Grenelle sur les violences de la femme. Donc, alors ça a changé, entre guillemets. En tout cas, ça a mis l'accent sur beaucoup de choses. Et ils se sont dit qu'il fallait des avocats formés pour ce sujet, notamment à cause de l'aspect psychologique. Le problème de cet aspect, c'est que voilà, c'est pas que du droit du tout. C'est moitié droit, moitié humain. Et les avocats sont pas du tout formés à ça. Mais les avocats, les magistrats, personne en fait n'est formé à ça. Et j'ai trouvé le sujet passionnant. Et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup autour de moi. Et je me suis dit, bon, autant que moi aussi, j'aille un peu plus loin. Et j'ai décidé de faire cette formation qui était proposée par l'ordre, qui était sur plusieurs jours. Et à l'issue de ça, on a eu un test pour savoir... ils ont sélectionné les meilleurs, entre guillemets, candidats pour être inscrits sur des listes, pour répondre à des consultations gratuites pour ce sujet spécifique. C'est-à-dire que c'est vraiment un numéro d'appel pour les violences au sein du couple. Alors, ça, quand on dit au sein du couple, c'est pas que sur les femmes, hein, c'est les violences faites aux femmes, aux hommes, s'il y en a bien sûr, et sur les enfants. Oui, c'est pour ça aujourd'hui on parle de violence intrafamiliale. On arrête Exactement. de dire violence conjugale. Il y a une on a oui, il y a une changé la vraie notion. évolution. Tout à fait, parce que conjugal, en fait, maintenant, il est acquis, en tout cas pour ceux qui sont ouverts à ça, que les violences faites aux femmes égale violences faites aux enfants, ou les violences faites à un homme égale violences faites aux enfants. À partir du moment où les enfants sont dans le foyer familial et qu'il y a des violences conjugales, l'enfant est victime de violences, qu'il ait subi ou pas physiquement ces violences. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de violence intrafamiliale. C'est-à-dire le fait d'être témoin de la violence entre parents. Exactement. Fait qu'on ait un dommage collatéral forcément, mais qu'on est considéré comme étant victime de violence. Exactement. Et maintenant, on les considère comme une victime directe, une co-victime, c'est-à-dire plus une victime indirecte. C'est vraiment, je le dis maintenant, c'est un juge à Bobigny, un juge qui est lui très formé, qui a dit les violences faites à des enfants, devant des enfants, sont égales pour des enfants à des scènes de guerre ou des scènes de terrorisme. Donc on peut imaginer la violence, voilà, j'ai pas d'autres mots, la violence de la chose. Je cherche le nom du juge à Bobigny qui a eu Attends, je l'ai. Qui a fait un documentaire. Voilà, c'est Édouard Durand, si vous cherchez son nom, parce qu'il y a eu un documentaire sur lui fait par Mélissa Thuriot et qui est assez exceptionnel. Ce monsieur, j'aimerais beaucoup le recevoir dans le podcast, tu vois, mais il est incroyable. Et il faisait partie de la formation. Il nous a fait un module de formation et en plus en tant qu'homme, c'était merveilleux en fait de l'entendre parler de ces violences intrafamiliales. Et bon, alors nous, on a eu en plus tout l'aspect juridique derrière de comment ça se manifeste et qu'est-ce qu'on peut faire, mais il est passionnant. Et ce qu'il a dit, je pense que c'est ce qui doit rester en tête de tous les juges en fait, qui souvent minimisent, je trouve, en tout cas dans les dossiers que j'ai, et en province encore plus, les violences faites sur les femmes en présence d'enfants. D'accord, ouais. Alors ça consiste en quoi ton accompagnement et ton métier? On t'appelle directement ou c'est via ce numéro justement, et qu'est-ce que tu mets en place derrière? Alors le problème de ce numéro entre guillemets, c'est que pour l'instant je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'il a été mis en place depuis très peu de temps, hein. Il est en place depuis avril 2020. Et ça n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'avant on pouvait simplement faire des consultations gratuites globales
Et donc, on a proposé ce numéro spécialement pour avoir des avocats dédiés. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas eu encore de contact par ce numéro, pour être tout à fait honnête. J'en ai encore une consultation gratuite prévue le mois prochain. Mais le mois dernier, on n'a pas eu d'inscription, en fait. J'ai vu que la liste, on est genre par session 8 avocats dédiés. Et sur les 8, je crois qu'il n'y avait que 2 créneaux de prix, alors qu'on a de 14h à 17h. Et pourtant, c'est pas le sujet qui manque, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de communication autour de ce numéro et qu'il y a encore une certaine peur, hein, on ne va pas se mentir, hein, des femmes, d'avoir recours à des professionnels du droit, parce que la différence avec un psychologue et un professionnel du droit, c'est qu'on met un pied dedans. En fait, quand on appelle un avocat, c'est qu'on commence à être décidé de quelque chose. C'est un premier pas vers quelque chose. Même si on revient en arrière, parce que c'est souvent le cas de victimes de violences. Elles ont besoin de plusieurs étapes avant de revenir voir un professionnel et de continuer les démarches. Donc moi, mes dossiers, ils sont plutôt directs, de personnes qui m'appellent. Alors c'est du coup beaucoup de bouche à oreille. J'ai suivi un premier dossier qui était pour le coup où j'ai suivi un papa. Et c'est intéressant parce que c'est mon premier gros dossier qui a duré plus de 3 ans. Il s'agissait d'un enlèvement d'enfant. Et en fait, c'est un papa qui est venu me voir parce que il voyait son enfant tous les dimanches seulement, un petit 3 ans. Il vivait avec, il a été en couple avec très peu de temps avec une femme un peu plus âgée que lui, hein, d'une dizaine d'années de plus que lui. Cet enfant n'était pas désiré à l'origine, mais il l'a reconnu et il a voulu s'en occuper. Et du jour au lendemain, cette femme est partie. En tout cas, elle n'a plus donné de nouvelles à ce papa. Et il m'a saisi, et puis on s'est battus ensemble pendant 2 ans et demi pour qu'il retrouve la garde de son fils, parce qu'il se trouve que cette mère était violente psychologiquement sur l'enfant. Donc comme quoi c'est dans les deux sens. Et c'était intéressant parce que c'était mon premier dossier où j'accompagnais un homme, vraiment. Et cette mère est très très toxique, vraiment, mais on a réussi à renouer un dialogue aujourd'hui, mais on a une équipe... on est donc, moi je défends le papa, elle a une avocate, elle est suivie par un psychiatre, l'enfant est suivi par un pédopsychiatre. On a fait des protocoles participatifs, on s'est mis à 4 autour de la table pour mettre les choses à plat, mais là ça implique vraiment beaucoup de volonté de toutes les parties, et c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, et ensuite après ça, il y a quelqu'un qui a entendu dire que j'avais défendu le papa, et donc je me suis retrouvée avec un autre dossier, un papa disparu qui veut retrouver la garde de son enfant, mais que la mère me dit qu'il a été alcoolique. Bon voilà, les deux bouche à oreille, ça se passe comme ça. Et ensuite sur l'accompagnement, la première chose, moi, c'est d'écouter ce que me dit la personne, et d'entendre de la crédibilité. C'est-à-dire que il faut aussi que je sois convaincue par ce que me dit la personne est réel. Parce que, alors, malheureusement, la plupart du temps, c'est le cas. Mais il y a aussi, faut faire attention aux mauvais discours parce que ça existe. Et puis c'est à toi de juger si oui ou non c'est vrai. C'est compliqué ça, pour toi. C'est ça. Alors, souvent, moi, c'est le cas. Et puis, c'est surtout parce que je dois en être convaincue pour pouvoir la défendre. Oui. Moi, j'ai du mal à défendre une cause pour laquelle je ne crois pas. Et il y a des avocats qui même n'arrivent pas à continuer parce que c'est des victimes, par exemple, qui ne sont pas encore décidées. Et ça, c'est les cas les plus difficiles où, du coup, on a envie de l'aider. Mais la victime, en fait, elle n'est pas prête. Et du coup, elle arrive, elle revient en arrière. Et après, on pense que le discours, il est incohérent. Et c'est pas le cas. C'est pour ça que je voulais parler de cet aspect de mensonge. Et en fait, c'est pas forcément un mensonge. C'est juste qu'elle n'est pas prête. Et il y a tout ça, voilà, toute cette part de choses à faire qui est vraiment un travail qui n'est pas facile. Cependant, moi, je t'avoue que la plupart du temps, quand je suis saisie, c'est des faits qui sont avérés et des actes qui sont déjà commis, pour la plupart du temps. Est-ce que dans ta formation, justement, vous avez appris à pouvoir être dans cette distinction quand les gens viennent, les victimes viennent te rapporter des faits, il y a une grille de lecture, de savoir si c'est plausible ou non, ou c'est à votre intuition? Non, franchement, en fait, on n'est pas formé. Je vais pas te mentir, c'est juste on n'est pas formé. Moi, c'est si j'arrive à appréhender ce genre de dossier, j'ai des confrères à qui j'en parle qui me font mais t'es complètement barge en fait, ma pauvre fille. Pourquoi tu fais ça? Je pense que c'est juste lié à l'humain, vraiment, c'est-à-dire à ta capacité d'empathie, ta capacité d'écoute et ta volonté de vouloir aider sur tel ou tel sujet. Mais à l'école du barreau ou chez les avocats, on est formé à rien sur la psychologie. Mais on parle de violence, mais ça peut être de la psychologie dans n'importe quel genre de dossier. Et la violence étant un sujet encore plus technique, je trouve. Parce que pour les gens, violence, malheureusement, c'est encore physique ou verbal, des insultes, mais c'est beaucoup plus pernicieux que ça, en fait, la violence. Surtout les violences psychologiques.
Donc, c'est vraiment se former sur le tas et honnêtement, je me forme parfois avec mes clients. C'est-à-dire, parfois ils évoquent des sujets, soit je fais des recherches derrière, et parfois je me fais aussi, je me suis fait aider. J'ai fait une grosse thérapie personnelle il y a quelques années suite à un burn-out à cause de mon travail justement. Du coup, je me fais moi aussi aider parfois. C'est-à-dire que ma psychologue, de temps en temps, il y a des dossiers qui étaient vraiment très lourds à porter, que j'ai pu décharger aussi auprès d'elle, et comme des psychologues en fait, hein, où j'oriente ensuite après vers aussi des professionnels. Et c'est parce que je connais ces autres professionnels que ça me permet d'orienter mieux les victimes. Mais honnêtement, on n'a rien. On n'a rien. Après, il y a un outil dont je t'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle le violentomètre, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps. C'est une espèce de règle graduée de couleurs. Ça passe du vert, orange au rouge sur les niveaux de violence. Ça, c'est un outil qui est de plus en plus distribué dans les commissariats, dans les tribunaux et maintenant aux victimes. Il y a vraiment, on peut y accéder sur Internet, il suffit de taper le violentomètre sur Google. Et en fait, ça commence dans le vert où il y a écrit ta relation est saine s'il accepte ce que tu dis, si il échange avec toi. Et puis après, tu bascules dans le orange. Ta relation, fais attention, sois vigilant s'il commence à contrôler tes textos, s'il regarde ta façon de t'habiller. Et puis après, on bascule dans le rouge s'il commence à t'isoler de tes amis, il t'isole de ta famille. Voilà, et ça, c'est une grille qui est assez intéressante parce que quand on est dans la partie entre le orange et le rouge, parfois on se pose des questions quand même. Moi, je sais que la partie orange, j'ai déjà été en relation avec un homme où j'étais dans le orange vif, quoi. Et je me dis, mais en fait, maintenant avec le recul, je le sais, mais les gens qui sont aujourd'hui dans ce genre de relation ne s'en rendent peut-être pas compte. Voilà, et ça permet de se dire, où est-ce qu'on peut être est-ce que finalement, ce que me fait subir mon conjoint, mon compagnon, est-ce que ce serait pas un peu limite? Et je pense que c'est ça les questions les plus difficiles à se poser pour les victimes. Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin criant aujourd'hui que les pros soient formés? Qu'est-ce que ça engendre comme conséquence dans ton quotidien, le fait qu'ils ne soient pas formés? Ça fait qu'on se retrouve avec des décisions qui sont complètement en inadéquation avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, alors, ça va quand même mieux, c'est-à-dire que justement, il y a un effort qui est fait, en tout cas le barreau de Paris, il y a une grosse mobilisation qui est faite sur la violence faite aux femmes. Le parquet aussi, c'est-à-dire que les procureurs maintenant sont intransigeants avec les violences faites aux femmes, et vaut mieux pas se planter quand on fait un dossier pareil, parce que c'est sûr que la condamnation, maintenant, elle tombe systématiquement. Ce qui est très bien. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, pas du tout. Maintenant, c'est-à-dire que c'est en fait le problème dans ce genre de dossier, c'est les preuves. Donc, quand c'est des violences physiques, facile. Il y a un bleu, il y a une constatation médicale, il y a un certificat médical, facile. Violences psychologiques, c'est encore très 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 compliqué parce qu'en plus, il y a encore malheureusement ce discours de mais pourquoi vous êtes resté? Vous pouviez partir. Ça, c'est quand même l'argument principal de voilà. Des gens qui ne sont pas formés. Voilà, c'est ça. Et la non-formation fait que, voilà, par exemple, dans un dossier, là, je viens d'avoir un jugement récemment en province d'un papa qui, vous n'êtes pas prête, un papa qui a avoué que quand son bébé avait 3 mois, il a tenté de l'étouffer. Ok, quand même, tenter d'étouffer son enfant. Sa compagne, à l'époque, le surprend. Donc, elle le voit en train d'essayer d'étouffer l'enfant. Il s'arrête parce qu'elle le voit forcément. Elle ne fait rien à cette époque-là. Elle est hyper jeune, elle est plutôt isolée. Elle le voit, il s'engueule, fin de l'histoire. 12 ans plus tard, ils sont évidemment plus ensemble, mais cet enfant existe toujours, et ils sont toujours père et mère de cet enfant. Et la jeune fille commence à ressentir, repousse son père en fait, commence à sentir quelque chose qui va pas. La relation avec le père se faisait pas bien, il n'est pas du tout à l'écoute de son enfant. Relation très dans les violences éducatives ordinaires, voilà, pas de fessée, mais vraiment j'ignore mon enfant, je lui parle pas, je le mets dans un coin, je lui boude, enfin vraiment des trucs avec l'autre côté, une mère hyper bienveillante, hyper à l'écoute, dans l'émotion, le partage. Et sa mère se dit bon, je vais lui dire. En fait, je sens qu'elle a besoin de savoir ce qui s'est passé. Donc elle dit à sa fille de 12 ans que son père a tenté de l'étouffer quand elle était petite. Et évidemment, réaction de la fille qui dit mais je comprends pourquoi j'aime pas papa. Voilà, c'est le premier truc qu'elle dit à sa mère. Je comprends pourquoi j'aime pas papa. Et s'ensuit la fille veut plus voir son père. Et le père veut quand même voir sa fille, avoir un droit de garde. On se retrouve devant le juge, avec beaucoup de procédures entre-temps qui se déroulent. Et on dit au juge, voilà, elle ne veut plus voir son père. On fait comment
Donc on a un enfant de 12 ans, c'est-à-dire qu'il y a un père qui a des droits sur son enfant et une mère qui a des droits sur son enfant. Et le juge dit à la mère, mais c'est à vous, madame, de faire en sorte de rétablir le lien parce que c'est à cause de vous que l'enfant ne parle plus à son père, parce que vous lui avez dit que vous n'auriez pas dû lui dire. Et donc en fait, tout ça, la mère est mise vraiment comme une sorcière en fait dans ce dossier. Et alors on arrive à obtenir quelque chose parce que l'enfant a parlé, et donc finalement il y a un droit de visite qui est très réduit pour le père, extrêmement réduit, très progressif, quelques heures le samedi dans 6 ou 8 mois, et l'enfant n'ira plus à mon avis. Mais c'est-à-dire qu'on considère que la mère a révélé ce fait-là à l'enfant, c'est de la faute de la mère. Et moi, j'ai fait le parallèle. Alors, moi, j'ai été sidérée par cette position prise par le juge, qui disait, mais madame, c'est à vous de faire en sorte que ça marche entre votre enfant et le père. Ça, à la limite, pourquoi pas, mais vous n'auriez pas dû lui dire. Et c'est ça qui fait que c'est parce que vous lui avez dit qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. Quand on tente d'étouffer son enfant, quand il est nourrisson, il y a des problèmes ensuite. C'est comme si on devait dire à une victime de viol enfant, ne jamais lui dire, pour pas qu'elle sache. Et la réponse du juge a été de dire, si on ne lui avait pas dit, il n'aurait pas su. Ah bah oui, ça c'est évident. Mais si on ne dit pas à une victime de viol qu'elle a été violée plus tard, elle ne se construit jamais, en fait. Puis la mémoire du corps, la mémoire cellulaire, on sait tous que ça existe. Évidemment, et donc ça, ce n'est pas imprimé, et c'est-à-dire que ça a été balayé d'un revers de main. On disait en fait, cet événement a fait qu'aujourd'hui, l'enfant a du mal à s'attacher à son père à cause de ça. Et on ne dit pas que ça peut pas revenir, on dit simplement qu'il va y avoir un énorme travail, mais il faut une reconnaissance de tout le monde de cet événement. Et voilà, et le juge dit, c'était il y a longtemps. Donc, voilà, on passe à autre chose. Et c'est là où on voit le manque de formation. Et ça, c'est dramatique. La protection des femmes et des enfants victimes, alors on rappelle, on dit femmes et enfants victimes parce que c'est plus que la majorité, je crois que c'est 90% des cas dans les violences intrafamiliales, mais ça peut s'appliquer évidemment aux hommes. Ça doit passer par quoi ? Ça doit arriver par où les premiers changements ? C'est le dépôt de plainte, la prise en charge de ça, c'est les services sociaux, c'est par où on commence à éliminer le problème ? Ouais, alors éliminer le problème, là c'est sur de la prévention là. Pour moi, la prévention pour l'instant c'est encore compliqué. Je pense que déjà on doit être dans l'action parce que pour la prévention j'ai pas beaucoup de solutions à part quelques outils dont je parlerai après, mais plus sur l'action d'abord parce que là la prévention je suis un peu à court finalement. Sur l'action, bon évidemment le dépôt de plainte, ça pour moi c'est vraiment le b.a.-ba et il faut vraiment pas avoir peur même de déposer juste des mains courantes quand on sent pas encore les capacités d'aller vraiment déposer une plainte. Mais comment on sort, je pense, de l'engrenage, c'est des preuves. Ça passe par tous les moyens. Ça passe par écrire des mails à ses amis, à sa famille, à des personnes, en fait, pour attester de choses qui arrivent. Donc, quand on veut pas les déposer plainte parce qu'on a peur, ce que je peux très bien comprendre, surtout qu'on a beaucoup de policiers qui, encore, et je suis très mal rien qu'à le dire, refusent des plaintes pour les violences faites aux femmes parce que ne sont pas intéressés. Alors maintenant, il y a un commissariat dans le 20e arrondissement, je crois, qui est spécialisé vraiment là-dessus, qui est formé. Ils ont des équipes formées, mais en fait, on disait pourquoi les policiers refusent. Mais parce qu'en fait, il y en a, ça ne les intéresse pas. Un homme à 23 heures, à la fin de sa semaine, en fait, il n'est pas très intéressé de savoir que monsieur et madame se sont chamaillés et que madame s'est pris une grosse gifle. Voilà. C'est terrible, mais c'est la réalité. Heureusement, c'est en train de changer et les commissariats sont en train d'être formés pour ce genre de choses. Et en fait, il y a un référent violence conjugale qui est normalement formé dans chaque commissariat. C'est vraiment un référent sur ce sujet-là, qui est censé pouvoir du coup recevoir ce genre de plainte. Parce qu'il faut une écoute empathique en fait à ce moment-là. On ne peut pas juste prendre un dépôt de plainte de manière très classique. Donc déposer plainte, vraiment. Excuse-moi, il y a mon chat qui nous embête. Et voilà, se constituer des preuves. Donc vraiment, pour moi, c'est écrire. Parce que le truc, c'est qu'à l'oral, c'est un peu compliqué encore. Les preuves à l'oral sont compliquées. Donc faire des textos, dire à son ami quand on peut et quand son téléphone n'est pas surveillé par son compagnon violent, je me sens pas bien, ça se passe mal à la maison. Voilà, se constituer des preuves à soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on commence à créer un faisceau d'indices qui permet ensuite de dire voilà ce qui m'arrive, c'est réel en fait. Et ne surtout pas minimiser ce qui nous arrive. Donc une gifle, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà, une gifle, c'est pas possible. Évidemment, une gifle sur toute une histoire amoureuse de 20 ans et jamais rien d'autre parce qu'un jour tout le monde s'est échauffé. Mais
Même une gifle, pour moi, ça doit pas être banalisé, en fait. Donc voilà, se constituer des preuves, pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, quand on arrive vraiment dans des choses de danger imminent, il y a un outil, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, Si, vas-y, ça s'appelle l'ordonnance de protection. Ça a été mis en place maintenant il y a un moment, mais le processus a été vraiment très, très renforcé cette année et l'année dernière. Donc l'ordonnance de protection, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de saisir les tribunaux de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on va on va au greffe, on dépose une requête. Dans les 48 heures, on a une date d'audience. Et cette ordonnance de protection, elle sert en cas de violence vraisemblable. Je dis bien vraisemblable parce que il n'y a pas besoin d'avoir une trace physique de violence. Il faut qu'il y ait un faisceau d'indices qui montre qu'il y ait violence. Et dans le cas de danger imminent. Danger imminent, c'est-à-dire que le danger doit être actuel tout de suite. Je sais pas, monsieur, il essaie de trouver avec un couteau quelque part, il est très très énervé, il rôde autour de la maison et on commence à avoir très très peur et on se pose des questions sur il va nous arriver quelque chose. Ou simplement on est sous le même toit et il commence à se montrer très violent, il a collé 4 fessées à la gamine, il commence à monter en puissance et on s'inquiète très fortement. Et ça permet vraiment d'agir de manière très rapide. Normalement, l'ordonnance de protection, à partir du moment où une date d'audience est rendue, le juge doit la rendre dans les 6 jours. Donc c'est vraiment très rapide. En moyenne sur Paris, parce qu'il y a quand même certains aléas, une ordonnance, elle est rendue maximum dans un délai de 30 jours. Ce qui est quand même exceptionnel pour la justice. Hein. Ça paraît long pour des gens qui se trouvent victimes de violences, mais c'est extrêmement rapide. Hein. C'est vraiment... Parce que quand tu dis 6 jours, parce que malheureusement, ça fait l'actualité en ce moment, encore et encore. Et il y a eu récemment à Mérignac, qui est à côté de chez moi, à côté de Bordeaux, ce type de violence où la mère a été brûlée vive dehors. Non, je n'ai pas pu le lire. Mais tu te rends bien compte que 6 jours, ça sert à rien. Si elle avait appelé, tu vois, c'est ça qui est fou quand il y a une menace de mort imminente. C'est pour ça que je te parle de prévention. C'est pour ça que tu me parles de prévention et la prévention, je te dis, et la prévention quoi? En fait, il y a des choses. Ça, c'est bien après. C'est-à-dire que cette chose-là, c'était une récidive de ce monsieur. Hein, il s'était passé des choses déjà. Bien sûr. Voilà, donc tu vois, on est déjà dans l'après en fait. Mais les ordonnances de protection, elles ont quand même pris leur place, hein, quand même un petit peu. Alors évidemment, dans ce cas-là, l'ordonnance de protection aurait servi à rien de toute façon. Voilà, mais de base, elle sert justement à éloigner. Hein, l'ordonnance de protection, c'est éloigner le conjoint violent, le conjoint, et pas forcément dans l'habitation. Attention, ça peut être des gens qui cohabitent ensemble ou qui vivent ensemble, mais ça peut être aussi même sans cohabitation. Donc même avec un conjoint pour lequel on est séparé, ex-concubin, ex-conjoint, eh bien, cette ordonnance, elle peut marcher aussi, et ça se trouve en cas de violence sur le conjoint ou sur les enfants. Donc l'un des deux ou les deux. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où cette ordonnance est rendue, il y a quand même des sanctions pénales derrière. C'est-à-dire que si quelqu'un la viole, il y a quand même 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende qui sont encourus. Et je l'ai vu, moi, dans 2-3 dossiers. C'est très violent, ça va très vite, pour le coup. Mais voilà, il y a des situations sur lesquelles, malheureusement, c'est trop tard. Est-ce que la justice française est plus à l'écoute des violences, dans les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants ou aux femmes? Est-ce que tu vois se dessiner une tendance? Non, alors, en plus, les enfants, ça dépend de quel âge a l'enfant, parce que du coup, il y a un autre acteur qui intervient, qui est le juge pour enfants, qui intervient en même temps que le juge aux affaires familiales. C'est vrai que moi, pour l'instant, je suis plus sur du juge aux affaires familiales que du juge pour enfants. Mais quand il y a des violences faites aux enfants, la réaction, elle est 2 fois plus rapide. Ok. Voilà. Ça, en tout cas, je l'ai vu dans justement le dernier dossier que j'ai eu, où je t'en parlais rapidement. C'est donc une maman qui a emmené son enfant à l'hôpital parce que quelqu'un lui a dit, sa nounou lui a dit qu'il avait des bleus au niveau de la tête. La forme de sa tête était bizarre, ce que la mère n'avait pas vraiment remarqué. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en fait, la gamine avait double fracture, des petites fractures sur la tête. Alors, l'enfant va aller très bien, mais cliniquement, il s'est passé quand même des choses. Et il y a eu un discours incohérent entre la mère et la nounou. C'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui a menti sur la date à laquelle elle s'est rendue compte des violences. Et à partir du moment où il y a eu ce doute-là, une assistante sociale est arrivée à l'hôpital. L'hôpital a fait un signalement au procureur. 4 jours plus tard, l'enfant qui devait sortir de l'hôpital s'est retrouvé placé en pouponnière, séparé de ses parents. Suspicion de violence. Voilà. L'enfant a été restitué à ses parents 6 jours après. On s'est vraiment battu beaucoup parce que, et j'en étais persuadée, il n'y avait pas eu de violence du côté des parents. D'ailleurs, pas non plus du côté de la nounou. Je pense sincèrement qu'il y a eu soit un accident, soit peut-être un autre enfant de chez la nounou qui aurait fait quelque chose. Enfin, bref,
Histoire encore, on n'a pas le fin mot de cette histoire, mais du coup, pour te dire la réaction très rapide de violences faites sur les enfants, les hôpitaux, ils sont obligés de faire des signalements. Dès qu'il y a des choses qui sont faites sur les enfants, il y a signalement, et l'engrenage judiciaire se met en place très très vite, pour le coup. Voilà. C'est rassurant pour les enfants. Ça allait un peu moins pour les parents. Dans le dossier où je l'ai eu, c'était absolument horrible pour les parents. Moi, j'avais la mère au téléphone, ça a été traumatique, quoi. Séparée de son enfant de 5 mois pendant une semaine entière, sans raison valable, entre guillemets, c'était très, très violent. Mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas eu de violence faite aux enfants. Voilà. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois d'amener ma petite aux urgences, voilà, et on sent tout de suite que le personnel médical, en revanche, il est formé à poser des questions assez poussées sur est-ce qu'il y a eu violence ou pas. C'est très intrusif quand il n'y a pas de violence, évidemment, parce qu'on se sent pris en faute alors qu'on n'a rien fait. Mais quelque part, on est d'accord que c'est une mesure qui est rassurante pour se dire qu'il y a quelque chose qui est fait à l'extérieur et dans les hôpitaux. Ouais, pour les enfants surtout, je fais juste un mot là-dessus sur, en fait, ils ont mis en place tout un système, surtout dans le Val-de-Marne et encore plus, pas le Val-de-Marne, pardon, en Île-de-France, et encore plus dans le 92 sur les bébés secoués. Parce qu'en fait, il y en a eu énormément, et du coup, le protocole mis en place suite aux bébés secoués fait qu'il n'y a pas la place au moindre doute, quoi. Voilà. Donc, surtout sur des enfants qui parlent pas, en fait, hein, parce qu'évidemment, un enfant qui parle, on peut l'interroger, on peut lui poser quelques questions. Et un enfant de 3 ans, la vérité sort très vite. Mais sur des nourrissons ou des bébés qui parlent pas, et ben du coup ça va très vite. Et bon, heureusement. Pourquoi est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gros dysfonctionnements sur ces cas-là? Parce que comme on l'a dit, il y a le juge Durand qui est publiquement en train d'essayer de faire changer les choses. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est encore problématique d'écouter la parole des femmes et des enfants? Alors, on va reprendre, je ne sais pas combien de fois on l'aura dit dans ton podcast, le patriarcat, mais je pense que si on se fait la genèse de tous les épisodes, il doit sortir une fois par épisode. Voilà, la raison. La raison, c'est encore l'éducation des juges de l'époque avec leur mentalité d'aujourd'hui. Donc, ce juge-là, il est extraordinaire, il s'est beaucoup formé. Je ne connais pas son histoire familiale. Je ne sais pas dans quel environnement il a été élevé, mais aujourd'hui, on banalise encore tellement les violences éducatives ordinaires que du coup, forcément, la fessée, il y a encore pas longtemps, c'était OK, quoi. Enfin, je veux dire, OK, on a une loi qui est passée, mais quand on parle encore à des parents d'aujourd'hui, la fessée est quoi? C'est un peu ça le discours. Donc du coup, comment veux-tu qu'un juge qui a aujourd'hui 60 ans, par exemple, bon, il y en a un peu moins quand même. Des jeunes de 60 ans, j'en ai pas vu beaucoup. Mais imagine un juge aux affaires familiales, 60 ans, sexe masculin, élevé dans une famille autoritaire sous la violence, et qu'on vient de lui dire aujourd'hui, on a un dossier de violence psychologique sur un enfant à qui on parle pas, à qui on tire les cheveux, à qui on pince les oreilles, et voilà, le papa continue de faire ça, et du coup, bah, ça va pas du tout, et l'enfant se sent mal. Bah, droit de visite normal, quoi. Chacun a une éducation différente. Voilà ce qui est un peu répondu, en fait. C'est chaque parent a le droit d'éduquer son enfant comme il le souhaite, finalement. Hein, et donc, il y en a un qui est un peu plus strict, l'autre qui est un peu moins strict. C'est encore ça, la vision, aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on a des décisions qui sont pas du tout en adéquation et que, de toute façon, la société est pas prête. Déjà, la société est pas encore prête à se dire que quand il y a un parent toxique, on le sépare de son enfant. Parce que pour l'instant, le maître mot, c'est le parent a des droits sur son enfant. Donc, à partir de ce moment-là, il a le droit de le voir. Et on ne considère pas assez le droit de l'enfant d'être isolé d'un parent toxique. C'est très difficile à entendre, hein, de se dire, il faudrait décider, c'est-à-dire qu'un juge prenne la décision, mais attention, il faut qu'elle soit fondée. Hein. Là, je parle vraiment de dossiers extrêmes, hein, mais violence physique, on n'a pas de problème pour séparer les enfants des parents. Par contre, sur la violence psychologique, là, ça pose vraiment difficulté. Et pourtant, c'est comme ça, c'est le pire fléau pour les enfants par la suite. Ça donne des adultes pas sûrs d'eux, ça donne des adultes qui sont perdus, ça donne des adultes qui sont pas bien dans la société. Et pour autant, bah, voilà où est-ce qu'on en est. Je sais pas comment on peut s'en sortir à part continuer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ouais, et puis tu soulèves aussi quelque chose, c'est à partir du moment où on place, il faut aussi que les structures d'accueil pour les enfants soient adéquates, c'est-à-dire soient des structures nourrissantes, accueillantes. Ah oui, alors là tu parles encore. Il y a aussi ce souci-là, c'est que quand on place un enfant aujourd'hui, c'est pas toujours dans des conditions
optimal, malheureusement. On l'enlève d'un endroit toxique, c'est pas forcément génial ce qui se passe après, on le sait. Non, non, ça c'est sûr, mais ça pour moi c'est encore un autre volet parce que là c'est quand on parle des deux parents toxiques. Alors là c'est sûr qu'on est encore face à une difficulté encore plus grande qui est le placement et qui est franchement presque. Alors si c'est des parents toxiques violents, forcément la meilleure décision, mais malheureusement les structures sont surchargées. Ensuite ils n'ont pas de moyens financiers et donc ils n'ont pas de personnel qui accompagne correctement ces enfants-là. Mais là je te parle en plus de situations où il faudrait juste séparer l'enfant d'un de ses deux parents, que ce soit la mère comme le père. Et ça, c'est pas du tout accepté par la société parce qu'un parent, il a le droit sur son enfant. Mais on pourrait pourtant préserver déjà des enfants en l'isolant simplement d'un de ses parents ou en mettant vraiment en place des choses derrière. Mais c'est très difficile à mettre en œuvre et c'est très difficile à faire accepter parce que ça implique de dire un parent défaillant, il n'a pas forcément à être dans la vie de son enfant. Alors oui, quelque part, hein, mais s'il est trop défaillant, il doit pas avoir son mot à dire sur certaines choix d'éducation de son enfant pour le bien et l'intérêt de l'enfant. Mais ça, c'est vraiment compliqué. Et c'est un discours qui va être dur à entendre pour certains, à mon avis. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'aujourd'hui, la justice française commence à prendre en compte le fait qu'un homme violent égale un père violent? Oui et non. Hein. Encore une fois, c'est ce que je te disais, malheureusement, il y a trop deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des juges, le juge dont on parle toujours, mais il y en a d'autres, heureusement, pour qui père violent, mari violent égale père. Alors je dis mari, mais c'est conjoint, concubin, on s'entend, hein, couple en fait, égale père violent. Pour d'autres, pas du tout, où ça n'a aucun lien. Voilà. Et ça, c'est la même chose. Hein, c'est l'évolution des mœurs. Hein. On peut pas. C'est simplement en changeant son opinion, en tout cas en faisant évoluer son opinion, qu'on pourra se dire qu'un mari violent égale un père violent. Sachant que souvent, en fait, c'est là, je pense que c'est difficile à entendre pour les gens. Souvent, un mari violent, il est souvent violent physiquement. Il n'est pas forcément violent physiquement sur l'enfant, mais verbalement. Ou en tout cas, il est au moins violent dans sa manière d'être et de toute façon parce que l'enfant voit son conjoint violenter sa mère. Et ça, c'est pas encore pris en compte. Si l'enfant n'a pas des séquelles physiques, non, voilà, c'est pas encore pris en compte. En tout cas, pas du tout par tout le monde. Est-ce que Mais ça évolue, excuse-moi. Ça va quand même dans le bon sens, hein. Rassurons-nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cette notion du viol conjugal? Est-ce que ça aussi, c'est une notion qui est très difficile quand tu défends une femme violentée de le faire valoir? Alors là, ça a évolué énormément. Pour le coup, le viol, c'est un sujet qui a énormément évolué, je trouve, ce qui est une bonne chose. Ce qui était catastrophique en 2020, c'est qu'on a vu que les chiffres de féminicides avaient diminué drastiquement. Je mets drastiquement avec des énormes guillemets, hein. Voilà. Mais on est passé de 146 en 2019 à 90 en 2020, malheureusement au détriment des violences. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de morts, mais beaucoup plus de violences, dont des viols. Mais ils sont beaucoup plus pris en compte. Et comme je te disais, là maintenant, la justice rigole plus du tout avec les viols et avec les dénonciations de viols. Donc ça par contre, faut le souligner, c'est quand même une bonne chose, hein, heureusement, parce qu'avant que c'était pas pris en compte. Mais maintenant, le fait que les gens soient mariés ou pas mariés, parce que le viol conjugal à la base aussi c'est ça. Avant, on s'en défendait en disant on est marié et femme, devoir conjugal. Maintenant, c'est plus quelque chose qui est trop pris en compte. C'est-à-dire vraiment, on parle juste du viol, peu importe qu'il y ait eu les personnes soient mariées ou pas, sachant que maintenant, le viol conjugal est plus sévèrement puni qu'un viol classique, je mets des guillemets. Justement, c'est une circonstance aggravante, c'est pareil. Juridiquement, c'est pas le terme, mais du coup, tu auras compris, et les auditeurs aussi. Voilà, ça aggrave la chose, en fait, que ce soit fait dans le cercle intrafamilial. C'est comme la prise d'alcool. Quand on est sous emprise d'alcool, c'est une circonstance aggravante. Mais c'est bien de le dire parce que parfois on a la sensation que c'est l'inverse, alors que non. Ouais. Non, aujourd'hui c'est plus grave d'avoir des viols intrafamiliales ou des violences intrafamiliales. C'est vraiment la cellule en fait familiale aujourd'hui est très très regardée. Elle est vraiment mise en avant. Et justement parce qu'avant c'était banalisé, parce que tout ce qui se passait, le foyer c'est un lieu de sécurité normalement. Sauf qu'une femme victime de violence, elle est du coup jamais en sécurité. Parce que dehors, elle l'est forcément pas. Et quand elle rentre chez elle, qui est censée être son lieu de sécurité, elle ne l'est plus.
Donc une femme victime de violence, c'est une femme qui est en alerte permanente. Et donc son cerveau, il est toujours en état d'hypervigilance. Et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que le viol entre époux, entre conjoints, entre concubins, soit considéré comme plus grave qu'un viol lambda. Est-ce qu'il y a des statistiques, ou en tout cas des tendances qui se dessinent quand on condamne les hommes violents sur l'enfance qu'ils ont eue? Est-ce que ces hommes-là ont été frappés, petits, ont assisté à des violences conjugales? Est-ce qu'ils ont vécu dans un climat déjà de violence? Alors oui, ça se fait, mais c'est des études en fait qui sont en parallèle justement. Là, le barreau, il en a fait. Il y a aussi la MIPROF. Alors, je ne sais plus si c'est une association, je te donnerai le nom, mais qui milite, c'est ça, c'est MIPROF, MIPROF. Et surtout des psychologues en fait qui se pensent sur la question. Parce que le problème, c'est qu'évidemment, nous, avocats, là, on n'a pas la capacité d'aller jusqu'à là, sauf si on est formé. Mais pour le coup, les psychologues expliquent que, en fait, la majorité, je vais te dire 90%, des hommes violents ont été victimes de violences. Et ça, c'est vraiment un schéma qui se retrouve mais dans tous les dossiers. C'est vraiment... Alors, on a du mal à y aller parce que s'il n'y a pas une enquête pénale, enfin, s'il n'y a pas un dossier d'instruction qui est ouvert avec une expertise psychologique qui est faite sur la personne violente, ben, on n'a quasiment aucune chance de le savoir. En fait, l'expertise psychologique sur un violeur, sur un mari violent, elle permet souvent de déceler ça. Parce que le psychologue, il arrive tout de suite à savoir comment s'est passée l'enfance et dans quel état d'esprit est cette personne. Alors, c'est souvent deux types de profils, soit des victimes jeunes, soit des pervers narcissiques avec des tendances un peu psychopathes. Et c'est souvent, on va pas se mentir, des schémas familiaux très complexes. Avec de la violence, mais aussi avec des suicides, avec des familles qui ne fonctionnent pas, des parents séparés dans la violence, et c'est des gens qui, malheureusement, reproduisent un schéma. De toute façon, on sait très bien qu'il y a deux choses dans un bagage familial. On reproduit un schéma familial, ou on s'en dégage, et on essaye de construire de nouvelles choses en se formant et en s'informant. Et souvent, c'est des gens qui, en fait, n'ont même pas eu l'espace pour comprendre autre chose. Alors, on n'est pas là en train de les victimiser et de minimiser ce qu'ils ont fait, mais simplement, ça permet de comprendre et ça permettrait aussi d'éviter, et là on parle plus de la prévention, ce qu'on a un peu évité tout à l'heure, la prévention de ce genre de comportement, elle passerait par l'éviction de violence sur des enfants. Du coup, le serpent qui se mord la queue, en fait. On en revient à l'origine. Pourquoi aujourd'hui il y a des pans, des livres et des rayons de bibliothèque sur la parentalité bienveillante? C'est pas pour faire hipster bobo nouvelle génération. C'est parce que ça permettrait de créer des adultes qui sont plus sereins et donc moins violents. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix, toi, d'être suivie psychologiquement depuis surtout que tu fais cette spécialité où tu gères les relations intrafamiliales et les violences? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire quand vous êtes dans cette branche? Alors, c'est pas du tout obligatoire. Nécessaire, pour moi, ça l'est. Je considère de toute façon que toute personne de plus de 25 ans, avant on peut, mais devrait suivre une fois dans sa vie une thérapie. Que ce soit une thérapie même courte, quelques séances, 4-5 séances, pour arriver à se connaître soi-même. Parce que moi, j'ai fait une thérapie qui n'avait rien à voir avec des violences familiales ou avec les dossiers que j'ai actuellement, mais une thérapie, donc ce que je disais, suite à un burn-out, un trop-plein de travail, mais qui a réglé aussi énormément de choses qui étaient liées à mon enfance. Et j'ai eu une enfance tout à fait lambda. Pour autant, ça m'a permis aujourd'hui d'appréhender des sujets comme ça, justement, parce que faire une thérapie sur soi permet de prendre du recul et permet, je pense peut-être, d'avoir un peu plus d'écoute, d'empathie. Alors après, on va pas se mentir, c'est aussi lié à chaque personne. Il y a des personnes qui sont empathiques et pour autant qui n'auraient pas du tout envie de se lancer là-dedans. Mais je l'ai pas fait et je n'en ai pas besoin juste pour ces violences-là. Si tu veux, la thérapie, aujourd'hui, j'y suis retournée pour voir ma psychologue pour quelque chose qui avait strictement rien à voir. Mais le fait d'être suivie et donc d'avoir eu un soutien psychologique et de me connaître me permet d'appréhender des sujets comme ça et de les encaisser aussi. Parce que j'ai assez de recul. Le problème de ce genre de dossier, tu avais déjà interrogé, tu parlais avec la nana qui a créé le site Parents Toxiques, comment elle faisait pour appréhender autant d'histoires de parents toxiques. Parce qu'elle a un certain recul, en fait.
Et moi, c'est pareil. Je fais pas la thérapie pour soigner mes dossiers. Je la fais pour autre chose, mais ça me permet d'appréhender mes dossiers. Et je pense sincèrement que tout avocat qui se spécialise là-dedans et qui fait que ça, parce que moi, je fais pas que ça, et volontairement, parce que c'est très lourd, devrait être suivi par un psychologue. J'avais, juste pour l'anecdote, rencontré il y a très longtemps, j'étais même pas encore en études de droit, une avocate qui faisait des divorces. Et je lui avais dit alors, ça a l'air trop bien, j'étais hyper intéressée à l'époque. Elle me dit, mais franchement, ne fais jamais ça de ta vie. Ça fait 10 ans que j'en fais et je suis complètement déprimée. Et c'était vraiment la preuve que si on fait que ça, qu'on n'est pas suivi et qu'on peut s'empêtrer dans les problèmes des gens et puis arriver à voir la vie du bon côté, quoi. Donc pour moi, c'est une bonne chose d'être accompagné ou en tout cas d'avoir les outils psychologiques pour pouvoir accompagner ce genre de dossier. J'ai une dernière question qui est un peu plus light, mais quand même, on ne parle pas là de violence, mais en cas de séparation compliquée, où il y a des enfants, donc il y a une garde qui est en jeu, qu'est-ce qu'il faut savoir, à quoi on a le droit, comment on s'organise pour faire au mieux et essayer de faire en sorte que l'enfant soit au centre du débat? Ouais, alors ça, c'est vraiment une question qui est très compliquée aussi, finalement. Plus light, je suis pas sûre. Parce que finalement, moi, les gros dossiers que j'ai aussi, c'est je fais beaucoup de garde d'enfants, en dehors de tout mariage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui vivent de manière libre. Comment on fait? Déjà, on communique. Franchement, c'est la première des choses. Ça a l'air d'être hyper stupide ce que je dis, mais c'est quand même le b.a.-ba de communiquer et d'arriver à garder un lien intelligent avec son partenaire. Et ça, je pense que de toute façon, c'est ce qui fait que ça rend les gardes compliquées parce que les parents n'y arrivent pas. Le problème dans ce genre quand on se sépare, c'est qu'il faut raisonner d'abord sur l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ça passe par s'écouter sur les besoins de l'enfant, sur son rythme, sur les choix éducatifs, sur plein de choses. Sauf que souvent, quand on se sépare, on n'est plus d'accord. Et que pour plus être d'accord, généralement, on aime bien mettre l'enfant de son côté sur tel ou tel choix. Et pour moi, la première des choses, si on n'a pas envie d'envenimer la situation, c'est de saisir un avocat, juste pour se sentir accompagné et pas se retrouver seul si on sent qu'on va pas y arriver. Et en fait, je pense que parce que c'est humain d'être énervé contre son ancien partenaire et de pas avoir envie de lui parler quand on se sépare. Ça se comprend en fait, c'est logique. Mais si on a envie que ça marche bien, déléguons en fait. Si on a 2 professionnels qui font déjà l'intermédiaire entre nous pour arriver à gérer une garde d'enfants, ça ira déjà beaucoup mieux. Ça permettra de mettre en place des choses sur lesquelles peut-être on n'était pas d'accord au début, et puis en fait chacun va lâcher un peu de lest au fur et à mesure. Ça pour moi ce serait la première des choses, et puis ensuite de toute façon pour moi, pour l'intérêt de l'enfant, sauf si les parents s'entendent vraiment très très bien, mais c'est rarement le cas, d'aller saisir quand même le juge, histoire d'établir noir sur blanc cette garde. Pour que tout le monde se sente apaisé. Parce que souvent, encore aujourd'hui, c'est la maman qui a la garde principale et le papa qui a un droit de visite et d'hébergement, donc ça implique un week-end sur 2 ou la moitié des vacances. Et aussi souvent, du coup, il y en a un qui essaye de dire non, l'enfant il a plus envie d'être avec moi, donc tu vas moins le voir. Et il y a beaucoup une garde de pouvoir qui se joue sur la garde de l'enfant. Et ça, c'est vraiment dramatique. Parce que dans des situations où les 2 parents sont aptes à élever l'enfant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui l'est plus que l'autre, entre guillemets, je veux dire, tout en étant dans l'intérêt de l'enfant, parce que ils sont en guéguerre, quoi. Et ça, ça s'applique un peu plus sur des enfants de ce que je dis plus de 2 ans, parce qu'en dessous de 2 ans, c'est pas la même chose. Voilà. Il y a eu récemment ton épisode sur le lien d'attachement qui était très très intéressant, où on disait que quand même, en dessous de 2 ans, je le fais la petite parenthèse, tu rappelles, en dessous de 2 ans, l'enfant, il a besoin d'être avec sa figure d'attachement. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, je vous renvoie à l'épisode sur le lien d'attachement. Voilà. Épisode 87. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, je pense franchement saisir. Alors, si vous voulez pas saisir un avocat parce que ça coûte de l'argent ou c'est compliqué, trouver des intermédiaires. Bon, c'est un peu technique du coup. Soit peut-être en passant par une médiation familiale. Là aussi, ça implique que les parents soient dans une bonne intelligence, ou un conciliateur de justice. En tout cas, quelque chose qui va apaiser, parce que encore une fois, et ça je pense que peut-être les avocats le répètent pas assez, moi je préférais qu'on ne saisisse pas en fait. C'est-à-dire que concrètement, pour élever un enfant, il n'y a pas besoin d'un avocat. Quand il y a un avocat, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond et que ça va rendre les choses compliquées. Parfois, il faut vraiment s'asseoir un peu sur sa fierté, mais s'asseoir fort sur sa fierté, et essayer de trouver des solutions avec son partenaire. Et bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, certainement,
mais ça reste la meilleure des solutions pour les enfants. Oui, de toute façon, à partir du moment où on te sollicite, c'est que forcément, il y a une mésentente. C'est pour ça que je disais c'est en cas de séparation compliquée, puisqu'il y a quand même des couples qui arrivent à se séparer, comme on dit, en bonne intelligence. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avocat. Écoute, Marie-Clémentine, merci beaucoup. Est-ce que tu peux rappeler juste les 2-3 outils très importants? Donc, il y a le violentomètre. Alors, il y a le violentomètre. Il y a... alors, attends, je les prends juste... donc, le violentomètre à taper sur Google qui permet de donner une échelle donc, de la violence. Il y a aussi une application qui est formidable, qui s'appelle Appel. Ça s'écrit A2P-E2LES. Et alors, Appel, c'est une application qui a été créée, qui est gratuite, qui s'installe sur le téléphone un peu de manière cachée. Cette application, du coup, on peut ne pas la voir, justement. On est dans des situations de violence extrême, là, qui permet de mettre 3 tiers de confiance, des numéros de téléphone. Et dans le cas de situation de violence, on appuie sur un bouton de son téléphone, genre sur le volume, par exemple. Ça déclenche un enregistrement audio où ça appelle directement la personne concernée pour dire que la femme est dans une situation potentiellement de violence extrême. Et donc, ça permet de mettre, donc d'avoir des tiers de confiance. Déjà, ça implique que la femme, du coup, se crée un réseau de confiance, sa sœur, sa meilleure amie, sa tante, j'en sais rien. Ça permet de constituer des preuves aussi, parce que du coup, ça fait des enregistrements. C'est une application que je trouve assez révolutionnaire. Alors, assez dramatique, parce que si on la met sur son téléphone, ça veut dire qu'on est dans des situations de violence extrême. Mais au moins, elle existe. Ça n'existait pas avant. Donc voilà, appel. Ensuite, il y a quand même le 3919, Arrêtons les violences, qui est le numéro d'appel d'urgence. Et un dernier site que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle Force Juridique, Fondation des femmes, qui est vraiment, donc c'est une fondation de femmes, droits des femmes de manière générale, mais ils ont un onglet Force Juridique qui est constitué d'avocats et de juristes spécialisés en violence conjugale qui accompagnent gratuitement des femmes dans le besoin. Voilà. Et enfin, pour le coup, les consultations gratuites, alors ça, je parle pour le barreau de Paris, qui sont assurées par les avocats parisiens spécialement formés, donc à la même formation que j'ai suivie, pour les violences au sein du couple et les conséquences sur les enfants. Et pour le coup, je donnerai le numéro, enfin, si tu veux que je donne, je sais pas si tu veux que je donne le numéro ou que tu mettes... Si, je t'en prie, vas-y. Alors, donc le numéro, c'est le 01 44 32 47 70. Voilà, et ça, c'est des consultations gratuites qui sont assurées du lundi au vendredi de 14h à 17h. Et donc là, vous pourrez parler à un avocat, peut-être moi, si c'est moi qui suis de permanence ce jour-là, qui permettent de vous orienter, soit juste de vous écouter parce que il y a peut-être besoin un petit peu aussi juste première prise de rendez-vous, jusqu'à soit prendre un dossier ensuite, faire une ordonnance de protection ensemble, saisir le JAF pour des problèmes avec la garde des enfants, voilà, jusqu'à vous aider à déposer une plainte pénale par exemple. Si j'ai une petite dernière question, c'est mieux pris en compte, tu disais, en Île-de-France qu'en province? Il y a des vraies disparités sur le territoire français? Alors, je les connais pas toutes, c'est assez vaste. Sur le barreau de Paris, pour le coup, là où j'exerce, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place depuis ce Grenelle, et parce que la vice-bâtonnière aussi, elle travaille énormément pour le droit des enfants, et il y a un vrai sujet, en tout cas, le parquet de Paris a été énormément formé aux violences faites aux femmes, donc c'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup plus à l'écoute, je trouve, beaucoup plus à l'écoute, parce que beaucoup plus formés, et beaucoup plus informés. Après, barreau de province, sur les violences, je t'avoue que j'en ai pas non plus énormément, j'ai juste province proche, mais je pourrais pas te dire dans le sud de la France, parce que de toute façon, souvent des dossiers de violence, tu prends un avocat qui est proche de toi, parce qu'il faut que tu le vois. Ça aussi pour moi c'est important, c'est bien les visios et les choses comme ça, mais dans ce genre de sujet, à un moment donné, c'est bien de voir son avocat, de l'avoir face à soi pour se sentir aussi rassuré par une présence physique. Donc voilà, je peux pas te donner pour partout en France, mais en tout cas sur la région parisienne, c'est mis en avant et vraiment il y a une vraie lutte qui se fait en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère sincèrement que ça peut aider peut-être certaines ou certains qui sont dans des situations complexes et qui savent pas trop par où commencer et comment faire, ou peut-être de l'entourage qui a témoin de choses et qui sait pas non plus quoi faire. Voilà, au moins maintenant on a des petites pistes et c'est un peu plus clair. Merci à toi. Ouais. Merci Clémentine, merci à toi d'ouvrir la parole et d'éclairer les gens.
C'était Marie-Clémentine Anouchian, avocate, spécialiste des violences intrafamiliales. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez désormais aider le podcast à grandir via Patreon. Vous vous rendez sur le site patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, c'est Patreon. Et vous donnez ce que vous voulez pour recevoir des contreparties et pour pouvoir faire grandir ce podcast. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.